Bonjour à toutes et à tous. Si je vous dis, j'appelle souveraineté la capacité de maîtriser les interdépendances qui nous seront nécessaires. À qui pensez-vous? Je vais vous aider. Rouge, vert et noir. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parlera de Garcin Malsa. Vous allez découvrir un homme qui prône l'affirmation identitaire. Un homme qui se bat pour la réparation commise durant l'esclavage qu'ont subi nos ancêtres, dû aux Européens, dû aux colons. Vous allez découvrir cet homme également qui est écologiste. C'est tout de suite dans nos The History. Nous revoilà ici avec Monsieur Garcin Malsa. Qu'est-ce qu'on fait? On se tutoie ou on se vous voit? Tu fais comme tu veux. Si tu te tutoies, tu peux me tutoyer. D'accord. Première question. Qui est Garcin Malsa? Mais d'abord, je suis très content de t'accueillir ici, chez moi. Je te remercie d'avoir choisi de m'interviewer. Mais j'ai eu une chance extraordinaire. Lorsque je suis arrivé en Martinique après mes études, j'ai fréquenté beaucoup de jeunes. Et je baigne dans la jeunesse. Et c'est pourquoi je suis aussi jeune, malgré mon âge. Mais tu l'es. Malgré mon âge. Alors, je suis Garcin Malsa, je suis un enfant de Martinique, de la Caraïbe, et plus particulièrement du terroir Saint-Annet. Et je suis très heureux de voir aujourd'hui avec nous, mais qui ne se présente pas, Juliette. Je suis celui qui, dans mon enfance, a été particulièrement heureux, dans mon adolescence aussi. J'ai balancé entre les gens de mon âge, que je voyais quand j'étais en classe, des gens beaucoup plus jeunes que moi, qui avaient l'âge de mes frères aînés, mais encore beaucoup plus jeunes que mes frères aînés, qui avaient l'âge de mes parents. Et je les suivais un peu partout. Tout ça a fait de moi quelqu'un de très curieux, qui cherchait à écouter, à échanger. Le contexte familial est important. Le contexte familial est très très important. Mon enfance, mon adolescence, ont été bercés dans tout ça. Voilà qui est Garcin Malsa. Oui. Effectivement, il y a une chance extraordinaire d'avoir fréquenté le lycée. Nous parlions le même langage, tantôt le créole, tantôt le français. Alors là, à l'internat, il n'y avait pas de traces autoritaires de parents qui voulaient nous imposer de parler français. Il était qu'à faire s'habiller. Et ça, c'est un bel bagage, c'est une belle expérience. J'arrive, je fais mes études, et je vais faire mes études, de sciences, de biologie plus particulièrement, de génétique. Aussi, C'est les études que tu as fait. sur les études, etc. Je finis par un diplôme d'études approfondies qui devait m'emmener soit à faire de la recherche, fondamentale, soit à faire de la recherche appliquée. Et puis, ironie du sort, comme j'avais participé à mai 68, parce qu'à l'époque c'était particulièrement difficile, on était surveillé à la culotte ou au pantalon. Je me souviens, j'arrive pour prendre le poste qu'on m'avait promis à l'Institut national de recherche agronomique. Nom du président directeur général de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, il s'appelait Février. Il me dit, voilà, il y a compression budgétaire, et comme il y a compression budgétaire, ben on ne peut pas vous prendre. On reporte ça à plus tard. Je dis, à plus tard, c'est quand? Il me dit, il ne peut pas me donner de date précise. Mais qu'il pourrait m'envoyer dans un lycée parisien. Pour être professeur. Ça m'intéresse. Je vais faire soit de la recherche agronomique, de la recherche appliquée, j'avais refusé. Mais d'ailleurs, parce qu'effectivement, on voulait m'envoyer aussi. Pourquoi tu voulais faire ça? Pourquoi tu as voulu faire ces. Eh bien, parce que, en fait, au départ, j'hésitais de faire des études de pharmacie. Et comme j'étais déjà passionné un peu pour l'agriculture, je me suis dit, bon, peut-être qu'il serait intéressant, à partir de la biologie, c'était possible de bifurquer de tout ce qui est
et agriculture, agronomie. Je me suis orienté vers un diplôme d'études approfondies en amélioration des plantes. Je me retrouve en Martinique, où je vais accepter un remplacement au lycée Chercheur d'un prof de biologie de sciences naturelles. Le lycée Chercheur m'attirait parce qu'effectivement, c'était une partie de moi-même. J'ai en tête effectivement un certain nombre d'entre eux, notamment des disciplines quand on parle de diplôme, quand ils se voient et quand ils me voient. Nous rions face à face et nous savons de quoi nous rions. Ils voulaient me provoquer à un moment donné dans un cours. Raconte une anecdote, alors. Et je vais répondre à une parole un petit peu à côté du cours qu'il m'avait lancé. Une parole un petit peu à côté du cours qu'il m'avait lancé. Et je vais répondre de manière très forte. Et en contre-réponse, il m'a dit, ma carte me l'aurait passé François. Je dis, ok, c'est bon. C'était un jeu. Des gens qui se comprennent, quoi. Des esprits qui me connaissent très bien, ils m'aiment beaucoup, je l'aime beaucoup, il le sait très très bien. Alors c'est tout. Ça, à la fois mon enfance, mon adolescence, les études que j'ai menées en faculté, et puis ma période d'enseignement avec les élèves, en contact des parents, tout ça qui fait Qui tu es aujourd'hui? Qui je suis aujourd'hui. Et je dois remercier tous ces gens. C'est bien, plein de ces gens-là, j'espère qu'ils verront la vidéo. Pourquoi avoir créé le MIR? Tu parles du MIR, mais avant le MIR, il y a eu le Modimas. Avant le Modimas, il y a eu la Sopama. Et avant même la Sopama, il y a eu le MIM. Et avant le MIM... Le MIM que tu as créé avec Marie-Jeanne. Et avant le MIM, oui. Comme je suis une seule et même personne, un tout, je n'ai jamais pu séparer ma vie d'enseignant, j'étais à Martinique, avec ma vie de militant à Sainte-Anne ou en dehors de Sainte-Anne. Mes amis fonctionnaient au rythme de ma militance dans l'école. Ils savaient tout ce que je faisais. Après, Marie-Jeanne a été élue en 1971, c'était un coup de tonnerre, en rivière-pilote. Et de fil en aiguille, nous avions compris qu'on nous entraînait vers des élections législatives dans le sud de la Martinique. À l'époque, les choses se faisaient avec des alliances, mais les alliances devaient se faire avec des gens qui sont à peu près sur la même ligne idéologique que nous. C'était le PPM qui se targuait d'être à l'époque un parti autonomiste pouvant mener le peuple martiniquais à l'indépendance en pilotant le mouvement de Sainte-Anne, le mouvement de Rivière-Salée. Nous avons créé effectivement ce qu'on appelle la parole au peuple pour aller aux élections en 1973. Nous sommes battus par la droite. Et le PPM se trouve en position difficile parce que, effectivement, nous avons osé dire au peuple martiniquais. Le mot d'ordre est le suivant. Lorsque l'élu la parole au peuple, que ce soit Marie-Jeanne, Césaire, ira à l'Assemblée nationale française, c'est pour un mandat impératif et limité. Impératif, c'est-à-dire qu'ils sont venus là, au nom du peuple martiniquais, pour parler d'autodétermination. Limité, on attend du gouvernement français une réponse dans 18 mois. Si après 18 mois, la réponse ne peut pas venir, la démission de l'élu la parole au peuple.
Il faut aller fort quand même pour... Oui, nous étions effectivement allés un petit peu haut, quoi. Et Marie-Jeanne n'a pas pu faire les voix qu'il avait faites à Rivière-Pilote, les élections, effectivement. Et ça a créé un fond. Le PPM s'est retiré de l'Alliance Parole au peuple. La droite a monté en puissance à Fort-de-France et a mis Césaire en difficulté. Donc il fallait se ressaisir. Et à partir de là, chacun a pris ses billes. Et nous avons conservé le sigle La Parole au peuple. Nous avons constitué le mime. La Parole au peuple. Donc c'est très important. Donc nous avons porté le mime sur le front. C'est sûr, nous avons fait un travail considérable. Mime de conscientisation. Alors tout ça c'est rapporté dans mon livre qui s'appelle L'écologie ou la passion du vivant. Vous trouvez le lien en dessous de la vidéo. L'écologie ou la passion. Je te parle d'une date, le 17 octobre 1995. Qu'est-ce que cette date signifie pour toi? Ah, 17 octobre 1995. C'est une date que toute la Martinique devrait connaître, on va dire. Non, en mémoire, aujourd'hui. Parce que les jeunes de Martinique, pour bon nombre d'entre eux, tous ceux qui se nomment activistes aujourd'hui, savent que lorsqu'ils lèvent le drapeau rouge et noir, eh bien, ça a une consistance et une résonance syntagneuse. Puisque le 17 octobre 1995, nous avons apposé le drapeau rouge et noir sur le fronton de la mairie de Sainte-Anne. Ah! C'est un crime. Mais en parlant de ça, pourquoi le rouge? Que signifie le rouge? Que signifie le vert? Et qu'est-ce que signifie le noir? Ta question est importante. Parce que je dis toujours, si nous avions apposé un drapeau rouge, l'État français ne serait pas perturbé. Si nous avions apposé un drapeau vert, l'État français serait encore moins perturbé. Par contre, à partir du moment où nous avons installé ce drapeau rouge et noir, avec les couleurs agencées telles qu'elles sont aujourd'hui, l'État français sait pertinemment la signification de ce drapeau. Puisque ce drapeau n'est pas le drapeau de Garcia Massa. Le drapeau tel que les couleurs sont agencées ont été envoûtés par des jeunes qui étaient emprisonnés, des jeunes martiniquais, lors de ce qu'on appelle l'affaire Lojam, Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise, et notamment Le Sort, Victor, qui a su agencer ses couleurs en prison, mais bien avant Le Sort, il le dit lui-même, eh bien, ces trois couleurs étaient déjà sorties dans l'insurrection du Sud, la grande insurrection du Sud, de septembre 70. Et je pense que c'est très important. Septembre 70, ça veut dire tout simplement, et 22 ans, tout de suite après l'abolition de l'esclavage. Donc, une insurrection portée par des esclaves affranchis en 1848, mais qui avaient compris qu'ils n'étaient pas totalement libres et qui réclamaient la liberté, qui réclamaient effectivement la terre pour travailler et qui exigeaient effectivement qu'on respecte leur dignité. Ces trois couleurs étaient déjà sorties. C'était en 1665 avec Francis Fabulé qui avait sorti ces couleurs. On dit même que c'est sorti avant Francis Fabulé, puisque on dit qu'il y avait du côté du Carbet un esclave qui avait sorti non pas les trois couleurs, des couleurs rouge et noir. Parce qu'en fait, ces deux couleurs, déjà le rouge et le noir, étaient des couleurs qui revenaient tout le temps
en Afrique. Donc il y avait une tradition africaine de ces couleurs. Et puis le vert a été effectivement adopté parce qu'on a estimé que le vert, c'est l'espoir. Et l'autre, Donc le vert, c'est l'espoir. Absolument. D'ailleurs, ces trois couleurs, ce sont des couleurs panafricaines. D'accord. Alors le rouge, qui représente effectivement la révolution, et qui représente tout l'effort qui est fait pendant la révolution. Le vert, eh bien, c'est aussi l'espoir, mais c'est aussi l'espoir que la nature vienne renforcer notre combat. Le vert. Et puis le noir, c'est la couleur du peuple noir. Ça, c'est très important. De mettre le noir en bas, parce que nous avons dit qu'effectivement, c'est le berceau de l'humanité. Pour prendre leur place, nous voulons effectivement garder notre place. Notre place, c'est le berceau de l'humanité. D'accord. Et penses-tu qu'un jour, ce drapeau sera reconnu comme drapeau martiniquais? Je ne vais pas tomber dans les stupideries, dans les travers des gens qui disent qu'il faut faire un référendum pour savoir si c'est le drapeau martiniquais ou pas le drapeau martiniquais. On n'a jamais fait le référendum pour le drapeau bleu-rouge, aucun drapeau de drapeau. Les jeunes, aujourd'hui, continuent de faire. Ils s'approprient le drapeau et effectivement, ils demandent au peuple de plus en plus de s'approprier le drapeau. Et ils ne posent plus la question de savoir si on va l'adopter ou on ne va pas l'adopter. Il est adopté. Il est adopté. En 2001, la ministre, Madame Rouanet, vient à Sainte-Anne en visite officielle. Alors que le préfet de Martinique refusait de venir à la ville de Sainte-Anne tant que le drapeau était le seul sur le fronton de la ville de Sainte-Anne, de la mairie de Sainte-Anne, eh bien, Rouanet va accepter de venir en tant que ministre et va accepter de venir saluer ce drapeau en même temps que le drapeau français. Et c'est en 2001 que Rouanet va venir officiellement reconnaître ce drapeau comme drapeau martiniquais. Après, tous les préfets sont venus à Sainte-Anne. Il fallait que la ministre vienne pour qu'après les autres viennent. Ah oui, absolument. Ah oui. On va revenir sur ce que tu as dit par rapport à Sainte-Anne. Tu as été maire de Sainte-Anne et je voudrais savoir quelle méthodologie as-tu mis en place pour rester aussi longtemps maire de Sainte-Anne, parce qu'on parle du fait que tu as été élu la première fois en 1989 et tu es resté maire jusqu'en 2014. Et ça équivaut à peu près à 25 ans de maire. Oui, oui. Comment as-tu fait? Je suis comme les coureurs de fond. En athlétisme? En athlétisme. J'étais coureur de fond aussi. Ah ouais, coureur de fond. 5000 mètres et tout. C'est-à-dire, je sais que je vais arriver au but. Je peux prendre un peu plus de temps qu'il faut, mais je garde toujours le cap. Faire de Sainte-Anne une ville durable, du point de vue du développement, du point de vue de l'écologie, c'est une ville écologique. Faire de Sainte-Anne un espace de souveraineté, faire de Sainte-Anne une ville avec une forte identité martiniquaise et caribéenne, et permettre à cet espace de souveraineté de se projeter dans la dynamique panafricaine. Quels que soient ceux qui viennent après, sont obligés de fonctionner sur les traces de ce que tu as lancé pendant 25 ans, à savoir l'écologie, mais de plus en plus. L'écologie à l'ordre du jour, plus que jamais, c'est ainsi. Ce que nous sommes en train de vivre. L'identité,
Césaire me disait toujours, Malsa, n'oublie jamais l'identité. C'est important parce que c'est ta ligne La éditoriale, question il faut toujours la suivre. Il faut savoir d'où tu viens, qui tu es, pour pouvoir te projeter. Cette question identitaire ne peut s'afficher qu'à travers un drapeau, et puis l'hymne aussi. Quand je parle de souveraineté d'ailleurs, dans mon premier livre, La mutation Martinique, je définis la souveraineté. J'appelle souveraineté la capacité de maîtriser les interdépendances. Toute interdépendance. D'ailleurs, la pandémie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous renvoie à cette question d'interdépendance et nous renvoie aussi à la question de la souveraineté. Ce n'est pas parce qu'effectivement qu'on est souverain qu'on est coupé du monde. La souveraineté, ça ne veut pas dire être coupé du monde. La méta-nation, c'est la nation ouverte au monde. Méta-nation. J'ai inventé un terme qui s'appelle la méta-écosystème. Méta-écosystème, méta, c'est le préfixe méta, ça veut dire effectivement qui englobe tout. Méta-écosystème. Le monde aujourd'hui est un méta-écosystème. On va continuer ce que tu viens de dire. Comment vois-tu l'avenir par rapport à ce contexte sanitaire et les combats vers l'indépendance que tu as menés? Comment vois-tu l'avenir de la Martinique? Si j'étais mieux écouté, eh bien nous serions beaucoup plus en avant par rapport à ce que nous vivons. Jamais l'homme n'a eu autant peur de lui-même. Jamais l'homme ne s'est jamais senti autant humilié par être vivant qui ne voit pas, dont il ne maîtrise pas les effets jusqu'à maintenant. La nature Et est-ce que les autres font ça? Nous rappelle à nous l'ordre. rappelle à l'ordre et la nature nous dit qu'elle peut redevenir naturelle quand elle veut. C'est Et ça, c'est très nous qui important. décidons, que c'est elle qui C'est elle qui décide. décide. C'est vrai. C'est Et en parlant de la la maîtrise de nature, tout. tu as Non, évité non. quelque chose d'assez important par rapport à la nature, par rapport aux salines. On va en parler tout de suite, parce que je me demande quel est ton rôle dans ce combat pour empêcher cette construction hôtelière. Alors oui, alors je disais tout à l'heure, mon parcours c'est un processus long, mais il y a un fil conducteur. Le fil conducteur, Ça, c'est au grand. c'est effectivement la sauvegarde de la vie. Le fil conducteur, la sauvegarde du vivant. D'ailleurs, mon livre, L'écologie ou la passion du vivant, comment j'ai pu participer au combat contre Azatama. Parce qu'effectivement, je n'étais pas à l'époque le déclencheur, mais j'étais acteur. Et en tant qu'acteur, j'ai pu comprendre que c'était un combat noble, et à partir de ce combat, il fallait aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui nous a permis de créer la Sopama. Parce que ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passe sur les salines, de mieux comprendre ce que c'est que l'étang des salines, les marais salants qui étaient bradés, qui appartenaient à l'État, mais qui étaient bradés au fond symbolique à la société en question, Azatama, pour pouvoir construire 11 500 lits. Chez Saline. 11 600. 3-4 casinos, une piste d'aéroport et des banques, etc. Ce qui veut dire que c'était une nouvelle ville Dans qu'on une voulait ville. créer dans une ville dont l'accès devait être interdit aux Martiniquais, mais complètement privatisé et laissé aux étrangers, milliardaires, multimilliardaires. Jusqu'à maintenant,
pour la Rien que vie, ça. les gens ils pensent qu'à Là, eux, c'est c'est très important. argent, argent, argent. Argent. Et on observe dans le même temps que ceux qui possèdent la terre, eh bien, ce sont ceux-là même qui, en 1849, ont été indemnisés lors de l'abolition de l'esclavage. Je vais parler effectivement des béquets qui ont aujourd'hui la possibilité d'avoir de la terre et qui ont cette possibilité d'avoir une maîtrise dans les banques et qui sont les maîtres de l'import-export. Voilà une situation. Au point qu'aujourd'hui, en pleine Covid-19, M. Ayotte, qui est le summum de tous les béquets, se permet de dire qu'il va faire un don de 3 000 de 300 000 masques la Martinique. aux Martiniquais, alors que nous savons très très bien ce sont des masques pour la plupart frelatés, puisque le travail était bon, de liaisage très fort entre Ayotte et le préfet, c'est-à-dire le préfet qui représente l'État, comme toujours. Ils sont là, ils fonctionnent en couple, les béquets et l'État. Par conséquent, c'est important pour nous de le connaître. Et lorsque nous parlons de réparation, la question des réparations passe obligatoirement, passe non seulement par la dénonciation de ce couple et de son fonctionnement, mais aussi la remise en état de la Martinique pour les Martiniquais, mais encore mieux, le respect de la dignité du peuple martiniquais, parce qu'il n'y a aucun respect pour nous lorsque, effectivement, par ce geste que nous venons de voir il y a bien longtemps, Ayotte se permet de dire qu'il va faire un don de 300 000 masques. Je suis conscient pour l'avenir de la Martinique, parce que je vois que les jeunes s'intéressent de plus en plus à leur pays, même lorsqu'ils sont en dehors du pays, eh bien, ils s'intéressent à ce qui se passe au pays, dans leur pays, c'est une très bonne chose. Ils sont en train d'exprimer très fortement leur identité, ils sont en train de vouloir et se trouver dans une dynamique de souveraineté, c'est très important. Souveraineté alimentaire, souveraineté au niveau même de la santé, ils en parlent de plus en plus par rapport à ce que nous voyons. Souveraineté au niveau de la maîtrise de leur eau, de l'eau, Martinique. C'est ça qui est très important. Et puis ils sont en train de dire qu'ils sont fiers, eh bien, d'exprimer leur africanité. Ils sont écologistes, ils sont souverainistes, ils sont conscients de leur identité et ils sont très fiers de leur panafricanité. De leur africanité, je pense que c'est une très bonne démarche et c'est une démonstration que la Martinique a tout ce qu'il faut comme potentiel pour pouvoir effectivement. Je te remercie pour aujourd'hui, Garcin. J'espère que vous allez apprécier l'interview. Tous les livres de Garcin, vous allez pouvoir les retrouver dans le lien de la biographie. Puis une dernière chose, une dernière phrase pour clôturer cette interview. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette jeunesse qui s'intéresse à la politique? Ce que je peux leur dire, on me dit toujours, ah, tu vois avant les autres, tu es visionnaire. C'est pas important pour moi. Parce qu'il ne faut pas se contenter de prévoir. Il faut être disponible lorsque l'événement arrive. Voilà, il faut être toujours disponible lorsque l'événement arrive. Merci Madame Massa. Bravo.